ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est le 2e depuis la rentrée, le 13e depuis le début de ce second quinquennat, le petit 49.3 qui va bien. C'était mercredi sur la première partie du projet de loi de finances 2024, c'est-à-dire son volet recettes. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. La discussion générale avait commencé mardi en fin de journée, et mercredi, tac, 49.3. C'est court, aucun article n'a été débattu. L'an dernier, la discussion avait duré quand même une semaine. Bon, on commence à connaître la musique, majorité relative, pluie d'amendements, engagement de la responsabilité du gouvernement pour faire adopter le texte sans vote, et motion de censure qui n'aboutissent pas, en l'occurrence par LFI et le RN. Le PLF, le projet de loi de finances, fixe le budget de la nation pour l'année à venir. Il est étudié en 2 temps, un premier volet sur les recettes et l'équilibre financier, et le deuxième volet sur les dépenses et leur répartition. Le budget sert aussi de marqueur politique, et fait la distinction entre l'opposition qui vote contre et les députés de la majorité qui votent pour. Aujourd'hui, le constat est clair. Aucun groupe d'opposition n'est prêt à voter ce projet de loi de finances. Or, notre pays a besoin de ce budget. La majorité présidentielle actuelle étant relative, elle sait qu'elle ne dispose pas du nombre de voix suffisant pour faire adopter le PLF. Le 49.3 était donc attendu. Tellement attendu que les ministres voulaient se casser avant que la présidente de l'Assemblée ait fini d'annoncer qu'elle prenait acte du recours au 49.3. Le texte sur la... Madame la Première ministre, messieurs les ministres, je n'ai pas fini la séance, elle n'est pas levée, je vous remercie. Ce qui a incité la Première ministre à écourter les débats, c'est aussi ce qui s'était déjà passé en commission des finances. Cela faisait en effet 10 jours que l'exécutif était malmené tant par l'opposition que par des députés de sa propre majorité. Plusieurs amendements importants, qui engendraient des recettes supplémentaires, avaient été adoptés malgré l'avis défavorable du rapporteur de cette commission, le député Renaissance Jean-René Cazeneuve. Toutes les oppositions avaient annoncé qu'elles voteraient contre ce budget, elles ont voté contre le budget en commission. Comme notre pays a besoin d'un budget, assez naturellement, la seule issue crédible, c'est le 49.3. À vrai dire, les députés de la majorité espéraient que la première ministre ne traîne pas. Ils craignaient d'encaisser trop de paumes, comme on dit dans le jargon des parlementaires, c'est-à-dire ces amendements adoptés contre l'avis du gouvernement. Dans Politico, j'avais trouvé un terme plus technique. Ah oui, voilà, le gouvernement n'a pas envie de se reprendre des branlées, résumait un conseiller parlementaire. Alors il faut savoir 2 trucs. D'abord, lorsque le PLF quitte la commission pour arriver en séance plénière, il arrive dans l'état dans lequel le gouvernement l'avait rédigé, donc dépouillé des différents amendements qui ont été votés en commission. De sorte que ce qui est décidé en commission a plus une valeur politique que législative. Ensuite, lorsque le gouvernement décide de passer son texte par 49.3, il décide des amendements qu'il intégrera ou non à sa copie finale. Donc tout ça mis bout à bout fait que le gouvernement en fait fait son marché dans les différents amendements. Le gouvernement et la majorité communiquent en disant que le projet retenu est différent du projet initial. Nous avons enfin accepté de faire évoluer notre texte en reprenant des amendements de la majorité comme des oppositions. Dans un généreux geste démocratique, le gouvernement a en effet retenu 358 amendements sur les plus de 5000 déposés, dont une quarantaine venant de l'opposition. Mais sans réel impact sur le déficit, toujours attendu à 4,4% du PIB fin 2024. Je pense à l'assouplissement des conditions d'accès au prêt à taux zéro qui sera désormais ouvert à 6 millions de Français. Je pense à l'abattement exceptionnel pour les plus-values foncières pour libérer des terrains à bâtir. Je pense à la lutte contre la fraude ou encore au renforcement des dispositifs d'aide au carburant pour les travailleurs. Éric Coquerel les qualifie de mesurettes. C'est des mesurettes qui sont reprises à la fois sur la question d'Airbnb par exemple ou sur la question du prêt à taux zéro, mais rien, j'allais dire, qui puisse refléter le débat qu'il y a eu en commission.
On se retrouve en fait, après 49.3, avec une version de ce budget 2024 proche de celle voulue initialement par Bercy. Thomas Porcher avait analysé ce budget comme relevant d'une austérité en partie masquée. On est sur un contrôle des dépenses publiques, notamment dans leur volume. Sur le volume, ça va augmenter que très peu. D'ici à 2027, on est sur 0,1% d'augmentation, c'est-à-dire une stabilité de la dépense publique en volume. Et vous savez, quand vous avez de l'inflation, quand vous avez la population qui augmente, si vous donnez le même moyen en volume, c'est en fait un appauvrissement. Or, plusieurs amendements adoptés en commission proposaient plus de justice fiscale. Par exemple, celui visant à taxer davantage les superdividendes ou celui rétablissant le régime initial de l'exit tax. En commission des finances, nous avons voté 38 amendements, la plupart du temps avec des membres de la majorité d'ailleurs, contre l'avis du rapporteur, donc contre l'avis du gouvernement. Ces amendements rapportaient 15 milliards d'euros de recettes à l'État. Une taxation sur les superdividendes, une taxation sur les cessions d'achat, l'exit tax, etc. Plusieurs mesures qui en gros taxaient les revenus du capital. Ces mesures mettraient des sous-sous dans la poche de l'État, mais ils sont pris dans les poches des plus riches, donc on voit au service de qui agit le gouvernement. Pour ce budget, comme pour les précédents, nous avons tendu la main et cherché des points d'accord. Nous avons discuté avec tous les groupes, notamment dans le cadre des dialogues de Bercy. Les dialogues de Bercy, ce sont plusieurs réunions qui se sont tenues en amont entre le ministère et les parlementaires. Encore une nouvelle méthode. On est dans un moment où le chef de l'État réunit des chefs de parti soi-disant pour trouver des compromis. Le compromis, il pouvait le trouver ici, à l'Assemblée nationale, où, on le sait, ils n'ont pas de majorité, mais où une majorité était capable de se décider pour plus de justice fiscale, pour plus de recettes, pour répondre aux besoins des Français. Une fois de plus, ces nouvelles méthodes annoncées par la Macronie et chantées par les éditorialistes, rencontres de Saint-Denis, dialogues de Bercy, se révèlent n'être que de la poudre de perlimpinpin. De perlimpinpin. Quand vient le moment de décider la loi, c'est l'exécutif qui décide de tout. Donc, ils ne retiennent aucun amendement significatif voté en commission, et ils en ajoutent à la dernière minute sans qu'il soit débattu une seule seconde. Comme cet amendement FIFA offrant un statut fiscal particulièrement avantageux aux fédérations sportives internationales. Malheureusement, ça devient une tradition, mais une tradition à laquelle on ne se fait pas, parce que priver l'Assemblée nationale du droit de voter sur une de ses principales prérogatives, qui est le budget de la nation, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie, et particulièrement pour la démocratie parlementaire. Et des 49.3, il y en aura encore une dizaine d'ici la fin de l'année. Ce qui devait rester un outil à l'usage exceptionnel devient une habitude. Et cela ne peut pas rester sans effet sur la confiance que les citoyens accordent aux institutions démocratiques. La grande enquête annuelle Fracture française met une fois de plus en évidence le peu de confiance dans différentes institutions politiques, le président, le parlement, les partis. Les causes sont profondes et multiples, mais on peut faire l'hypothèse que l'usage répété du 49.3 durant ce second quinquennat explique en partie la chute de la cote de confiance des députés. L'émergence d'une majorité relative en 2022 avait laissé un espoir. La confiance accordée aux députés avait bondi de 7 points, comme si les Français avaient l'espoir qu'un peu de politique se fasse à l'Assemblée, après 5 ans de majorité absolue Playmobil. Elle est désormais revenue à son niveau de 2021. De sorte que, si notre confiance accordée aux députés dépend en partie de notre croyance dans leur capacité à transformer les choses, alors en entravant sans cesse le fonctionnement du Parlement, c'est le gouvernement et le président qui abîment la démocratie. Bon, et sinon, vous me regardez peut-être sur votre écran de télé, là. Je passe bien ou... À la semaine prochaine.